Au terme de 2 mandats, le président nigérien Mamadou Tandja a tenté de forcer la Constitution pour s'imposer une 3e fois, malgré l'opposition des partis politiques et de la société civile. Le 18 février 2010, il est renversé par un coup d'État militaire. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, en ce jour, 18 février 2010, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de prendre nos responsabilités en mettant fin à la situation politique tendue que vous connaissez déjà. Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, dont je suis le porte-parole, a décidé de suspendre la Constitution de la 6e République et de dissoudre toutes les institutions qui en sont issues. La population sort manifester son soulagement. Grâce au coup d'État, la très vive tension sociale et politique retombe. L'homme fort du coup d'État, c'est le commandant Salou Djibo. L'objectif des militaires est double: organiser rapidement des élections pour rendre le pouvoir aux civils, mais aussi réformer en profondeur la démocratie nigérienne, corrompue et incapable d'être le moteur du développement. Notre armée n'a pas vocation de faire de la politique et encore moins à gérer les institutions de l'État. La classe politique nigérienne dans son ensemble est comptable devant l'histoire des raisons qui ont motivé l'intervention des forces de défense et de sécurité le 18 février 2010. Tous les leaders de l'opposition à l'ancien régime viennent saluer le nouveau dirigeant du pays. Même les partisans du président renversé semblent résignés. Mais ont-ils vraiment le choix? La transition doit durer 1 an et permettre l'arrivée d'une meilleure démocratie. Pour les militaires, l'enjeu est le renouvellement de la classe politique. De leur côté, les politiques se méfient du pouvoir des militaires. Peuvent-ils ensemble restaurer la démocratie nigérienne? Comment mettre cette démocratie à l'abri dans l'avenir? Voici le défi qui se présente au lendemain du coup d'État. Salou Djibo est un inconnu. Il commandait la compagnie de blindés qui a donné l'assaut au palais présidentiel. Il gouverne, protégé par ses hommes à la Villa Verte. C'est un bâtiment exigu, à 2 pas du palais présidentiel. Rien ne préparait le commandant, rapidement promu général pour cause de protocole, à gérer les affaires du pays. Le colonel Abdoulaye Badié, altermondialiste et ancien responsable de l'intendance de l'armée, est le numéro 2 et l'intellectuel du régime. Ce matin, il y aura le conseil des ministres. Les Nigériens étaient séparés, étaient divisés en plusieurs clans. Il n'y avait plus de quiétude sociale. Donc il était urgent, il était nécessaire que nous intervenions pour mettre fin à cette situation en vue de réconcilier tous les Nigériens. Ça ne peut jamais être une décision facile. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand l'armée intervient, généralement, on envisage toujours le pire. Il aurait pu y avoir des morts d'hommes. On aurait pu perdre aussi d'illustres hommes. Et cela aurait été préjudiciable. Nous ne savions pas aussi si est-ce que la sérénité reviendrait facilement. Parce que quand même, les tensions, les inimitiés étaient à leur paroxysme. Donc, pour toute raison, on disait qu'on pourrait dire que ce n'était pas gagné d'avance. On nous susurre que le Niger a connu 10 ans de paix,
Je note que le Niger, en 20 ans, a connu 3 coups d'État. Et il y a eu beaucoup de retard. Donc je note que tout n'est pas aussi idyllique que nous le pensons. Nous n'oublierons pas quand même que nous avons frôlé le pire et qu'il faut tout faire justement au nom de cela pour éviter la récurrence, pour éviter que, comme on dit hier, ne se répète demain, que nous prenions des dispositions, que nous posions les questions essentielles pour essayer de trouver des solutions qui seront durables. Les leaders politiques oublient leurs querelles, ils s'allient pour faire front commun face aux militaires. Ils refusent d'être jetés dans le même sac que le président renversé, ils se méfient de la junte et affirment que la démocratie c'est eux. Dans la perspective des élections à venir, ils travaillent à la future constitution. La première question qui se pose, tout le monde peut-il être éligible ? Bon, le niveau scolaire du député, ça, c'est un gros problème. Nous sommes le seul pays au monde actuellement qui a des députés analphabètes. Si nous restons dans l'esprit de la démocratie et de l'équité entre les citoyens, est-ce que nous avons le droit, parce que quelqu'un n'a pas été à l'école, dire qu'il ne peut pas représenter le peuple? Mais de l'autre côté, nous voulons des institutions fortes. Une assemblée composée d'analphabètes ne peut pas être efficace. Donc, si c'est l'institution qui doit être forte, alors la question se pose. Mais si d'emblée, là, vous écrivez ça comme on a dit là, bac plus, bac même sans, avec 0, là, vous allez dans la salle du conseil là-bas. Ils seront majoritaires encore. On va se faire lapider. Donc, je crois que... Hein? Ça va venir avec le temps. En tout cas, il faut réfléchir. Les militaires décident de confier l'écriture des nouveaux textes à une assemblée consultative. La société civile y est très largement représentée. Mieux même que les partis politiques qui, eux, n'ont obtenu que quelques sièges. Qui fait la politique dans ce pays? Ce sont les partis politiques. Indignation dans leur rang. Mais nous, on s'est laissé faire, on dirait qu'on a peur. Tout ce qu'ils disent, on dit, ah, ils ont le pouvoir. Mais s'ils prennent le pouvoir, ils disent qu'ils sont venus pour rétablir la démocratie, pour rétablir la vérité. Et la classe politique se laisse faire. Je pense que tant qu'on n'aura pas fini le processus, jusqu'à la fin, jusqu'au 1er mars, où ils vont rentrer dans leur caserne et laisser un gouvernement légitimement élu et démocratiquement élu, on ne doit pas baisser le bras. C'est des militaires, ils ont leur réaction. C'est le destin qui a fait qu'ils se sont retrouvés militaires. Même nous, on a ce sang chaud-là. Au Niger, les réunions politiques s'interrompent pour la prière. Mais pendant les coupures d'électricité, les débats continuent dans le noir. On se reconnaît au son de la voix. C'est nous qui faisons ça. Tous les bailleurs de fonds qu'on a rencontrés, c'est les politiciens qui font la politique. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une déclaration. Le Conseil consultatif national, le CCN, est créé et proclamé. C'est dans cette assemblée que seront débattus et adoptés les futurs textes de la 7e Constitution. Les militaires tiennent à en rappeler la ligne. Du haut de cette tribune et de la manière la plus solennelle, je n'appelle au sens de responsabilité de chacun d'entre vous, membres de cette auguste institution, pour qu'au cours de vos réflexions, l'intérêt général des populations nigériennes prime sur tout le reste. Le président du CCN, choisi par la junte, est un jeune militant de la société civile, Marou Amadou.
Il s'est opposé à la dérive antidémocratique de l'ancien régime au point d'être jeté plusieurs fois en prison. M. Maro Amadou est un symbole de la lutte que nous avons conduite ces derniers mois pour restaurer la démocratie. Et ce n'est que de justice que de le mettre à la tête de ce conseil. C'est un garçon qui est plutôt jeune, mais qui a mûri dans l'action politique et citoyenne. Et je pense que ça, c'est une belle chose. J'espère que chacun a tiré des leçons du passé. Tout le monde. Oui, et puisque la vérité est que le problème, ce n'est pas seulement dans la classe politique, c'est aussi dans l'armée, c'est dans la société civile, c'est dans notre population de manière globale. OK. Dans la chefferie? Oh, pourquoi pas? Et dans la chefferie traditionnelle, je l'ai dit haut et fort. Et des chefs religieux, tout le monde. Tout le monde. Qui peut dire qu'il n'est pas responsable à quelque part, à un moment ou à un autre, hein, et d'une certaine manière, du recul de notre pays? Notre mission, effectivement, c'est de restaurer la démocratie. C'est de la relancer, c'est sûr. Mais c'est de la renforcer avec des textes, n'est-ce pas, qui prennent en compte toutes les insuffisances de tout le parcours que nous avions eu en tant qu'État démocratique depuis 1990. Et c'est à cela que servent les transitions. Et elles permettent de faire le point et d'améliorer ce qu'avait été le parcours antérieur. Donc à partir de cet après-midi, jusqu'à... Au perchoir, le jeune militant doit s'imposer et rapidement, car le temps presse. La tâche est immense. Et le Niger doit aller en consultation à Bruxelles le dimanche même et que c'est bon qu'on dise que le Conseil consultatif a pu parvenir à un consensus sur le projet de code électoral. Et vous savez tous l'intérêt que cela représente pour notre pays. Merci. Apparemment, on s'entend sur le projet de calendrier. Et donc, la commission des affaires politiques et institutionnelles. Le Niger est extrêmement dépendant de l'aide extérieure. Depuis la dérive totalitaire du président Tandja, le pays est sous le coup de sanctions financières, notamment de l'Union européenne. Pour éviter de graves problèmes de trésorerie, il faut obtenir d'urgence la reprise de l'aide de Bruxelles et pour cela, convaincre de la sincérité des promesses démocratiques du Niger. À la veille de la rencontre décisive, la délégation nigérienne, composée du Premier ministre et de la majorité des ministres, répète le grand oral du lendemain devant des diplomates de l'Union africaine. Ils n'auront pas le droit à l'erreur. Chers collègues, il s'agit sous ce point de notre ordre du jour d'examiner ensemble les modalités et les procédures relatives aux consultations qui auront lieu demain. Nous devons garder à l'esprit que toutes nos actions doivent converger vers un seul but, à savoir le bien-être de la population nigérienne. Je voudrais d'abord souligner que la force du processus engagé par le Niger pour la restauration de la démocratie et de l'ordre constitutionnel est bâtie sur un principe de consensus. Le Niger a revu le budget national 2010 à la baisse pour le rendre plus réaliste. C'est une réduction de 13% qui a été opérée. Cela rend les arbitrages entre les différentes priorités encore plus difficiles. Nous retenons également la nécessité de ces autorités de réconcilier tous les Nigériens pour une paix durable et la stabilité du pays dans l'intérêt des populations. Je vous remercie tous de vos contributions utiles. Je remercie la délégation nigérienne, à travers elle, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le lendemain, la réunion plénière avec la Commission se déroule à huis clos.
Moi, je suis assez optimiste. Je pense que, normalement, la manière dont les autorités actuelles organisent la transition pour aller vers des élections dans un délai qui, finalement, est relativement court, je pense que tout ça sont des signes positifs que la communauté internationale ne manquera pas d'encourager. La réunion s'est bien passée. Le Premier ministre nigérien s'en félicite sur les ondes de RFI. Reprise de la coopération économique avec le Niger. C'est le sentiment que nous laisse le communiqué qui nous a remis. Mais la teneur du communiqué nous rassure que la reprise n'est qu'une question de semaines, de mois, peut-être de jours. Mais une reprise progressive, globale? Non, une reprise progressive selon les termes du communiqué. Paris gagné. Le régime de la transition bénéficiera du soutien de la communauté internationale. Les financements vont reprendre. Retour à Niamey. Au Conseil consultatif national, les débats continuent. Les représentants de la nation débattent chaudement de la future constitution. Les passions se déchaînent. Tous les sujets sont abordés, aucun n'est laissé de côté. Le débat commence par l'attitude face à la religion. Faut-il maintenir le serment coranique? Merci, monsieur le rapporteur. Vous avez suivi donc la lecture du projet de calendrier des travaux. Nous allons ouvrir une liste. Je pense que c'est ici qu'il faut aussi trancher les questions du serment confessionnel. Oui. Aujourd'hui, est-ce que nous, 115 ou 120 que nous sommes ici, là, on peut revenir sur un acquis et alors que tous les Nigériens nous regardent? Moi, je pense que ce serment confessionnel peut nous garantir au moins une intégrité des dirigeants de la CENI. Merci, Monsieur le Président. C'est une hypocrisie vis-à-vis de la religion. On ne peut pas jurer sur le Coran pour ne pas appliquer le Coran. Si vous voulez jurer sur le Coran, appliquez le Coran. On a fait déjà le débat dans les commissions et ces débats-là ne sont pas prêts à terminer tant qu'on ne se rend pas compte que c'est en exposant le pays devant le Coran chaque année que nous allons tous subir la rigueur de Dieu. Je m'explique. S'il te plaît, est-ce que j'ai le droit de parler ou pas? Allez-y, allez-y. Moi, je pense que la constitution du Niger, d'abord, elle n'a rien d'islamique. Si vous amenez quelqu'un à jurer devant le Coran qu'il va respecter les dispositions de la Constitution, sachant très bien que Dieu a interdit à l'intérieur de cette Constitution certaines dispositions, eh bien, c'est un parjure et c'est un sacrilège pour vous et pour le pays. C'est bon. Faites beaucoup attention, moi je suis d'accord avec ça. Non. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'impression que tous ceux qui ne veulent pas qu'on jure sur les livres saints de leur religion, c'est que c'est des gens qui ne sont pas partis au départ d'une bonne foi. Nous sommes dans un pays où toutes les valeurs sont en train de s'effriter. Or, en le supprimant, nous exposons notre pays à un piège systématique et sans retenue. C'est clair et net, il faut maintenir ce serment-là. J'arrive. Puisque les gens n'ont pas l'air de dégager une majorité claire sur cette question. Donc, moi j'ai tranché, c'est quoi tu vas dire? On va trancher, chacun va voter, on va voir, c'est pas... Quoi? C'est pas une question, la plénière est au-dessus des commissions. Le vote est ouvert. Qui sont pour le serment non confessionnel? Non confessionnel. Donc, vous n'avez pas besoin de parler, on vous demande de lever la main. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 15 ici, président. Donc, qui sont pour le serment confessionnel? 2. On a 36 contre, 43 pour. Donc le serment est maintenu. S'il vous plaît, on ne peut pas comprendre que des gens ont le courage de donner l'âge minimum, mais on ne peut pas donner l'âge maximum. Ah, il n'y a pas l'âge maximum ici. Il n'y a pas le maximum ici, ils l'ont enlevé. Et c'est à dessein, on explique. Parce que qu'est-ce qui se passe? Même à la fonction publique, il y a un âge limite où on doit aller à la retraite. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit qu'à la fonction publique, tu es dans un bureau, mais à 60 ans ou 150 ans, tu dois aller à la retraite. Donc tu as travaillé, tu as fait ce qu'il y a. Mais on permet à quelqu'un de 70 ans, au moins si on limite ça, on te dit, toi tu vas exercer la fonction suprême. Vous comprenez? Où il y a beaucoup plus de travail à faire. Mais à la fonction publique, tu es fatigué. Tu ne peux pas. Là, il y a une contradiction. Si on permet ça comme ça, ce qui veut dire que celui qui a 80 ans, 70 ans, excusez-moi le terme, mais ce ne serait pas un président, ce serait quelqu'un qui aura toujours des injections. Donc on va droguer, qui va rester debout, on le voit.
Ça ne fait pas un président. Ça ne fait pas un président. Et nous n'avons pas besoin de ça pour notre pays. Merci, Maïga. Autre sujet important, les conditions d'éligibilité, l'âge, le niveau d'instruction. En France, c'est 23 ans. Pour être candidat aux élections présidentielles, c'est 23 ans l'âge minimum. Merci. Mais comment on peut dire que quelqu'un qui a 35 ans, TSA va dire que c'est encore un jeune qui n'a pas d'expérience. Sankara est mort, il a laissé, à 35 ans il est mort. Jusqu'à présent, le Burkina profite de Sankara. Merci beaucoup. Pour l'âge, il faut absolument un plafond. C'est vrai, je sais même qu'il y a des potentiels candidats qui ont 70 ans. Mais nous n'écrivons pas les textes pour nous-mêmes ni pour aujourd'hui. Nous l'écrivons pour l'avenir. Par conséquent, le plafond de 70 ans qui nous était venu des textes fondamentaux, je propose qu'on le maintienne. Non, on n'est pas d'accord. C'est clair. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. En plus, on va voter. En plus, j'arrive. Le niveau, j'ai oublié. Non, moi c'est ma conviction. Le niveau là, pour les députés comme pour le président de la République, je voudrais me prononcer là-dessus. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'un président de la République que lorsqu'il parle, on a peur qu'il ne raconte des histoires. Nous n'avons plus besoin d'un président de la République, comme l'a dit quelqu'un, qui dans le cadre de cette globalisation et de ces lobbies très puissants peut être manipulé. Par conséquent, on va couper la poire en deux. Le niveau enseignement supérieur n'est pas précis. La maîtrise apparemment c'est trop. On va amener à la licence. On n'est pas d'accord. Non. Le président a parlé en tant que personne. La voix du président n'est pas prépondérante. Bien sûr, non. C'est bien. Je crois que le règlement intérieur et l'ordonnance est clair. Bien sûr. Vraiment, cette manipulation de la plénière, je m'oppose à cela formellement. Oui. On a adopté un règlement intérieur. Respectons les textes. Tout à fait. Vous voyez, monsieur le président, l'exercice du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes assis là-bas, vous voulez nous manipuler pour nous amener à des choses dont on n'est pas d'accord. Moi? Oui. Vas-y. Oui, parce que quand vous faites applaudir... Moi, je n'ai pas fait applaudir qui que ce soit ici. Il y a une méthode d'adoption des textes. Si on n'est pas d'accord, il y a les élections, il y a les votes. Donc, c'est ça qu'il faut respecter. Quand vous étiez d'accord, vous n'avez jamais dit ça. Mais absolument. Maintenant que je ne suis pas d'accord, je le dis. Très bien. Voilà. Nous sommes des démocrates. Merci. Nous sommes venus pour restaurer la démocratie. Merci. Nous ne sommes pas venus encore amener une autre dictature sous une autre forme. Bien sûr. Voilà. Allez-y. Dans un pays où tout à l'heure vous disiez que l'immense majorité est analphabète, c'est-à-dire à peu près 80%, vous décidez et proclamez qu'il faut avoir la licence pour être président de la République, le bac pour être député. Ça voudrait dire que ces 80%-là, ils ne sont que des voteurs. Donc, par rapport à certaines questions, il faut qu'on aille mollo. Merci. Surtout par rapport à cette question-là. Cette question, où vous faites une synthèse tout de suite et les gens l'acceptent, ou alors vous allez au vote, vous faites la proposition sur le vote. Moi, mais ça suffit qu'on nous répète les mêmes choses. Ma synthèse, c'est de dire plancher pour l'âge, 35. Plafond, 70. Niveau, bac plus 3, pas forcément licence. Donc, je fais passer d'abord le niveau. Le niveau, je le passe au vote. Bac plus 3, qui sont pour? Les mains. S'il vous plaît. Les mains de ce côté-là, s'il vous plaît. Non, ça là, c'est gagné. Ça, et à la majorité absolue, les gens sont pour. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, on va trancher la question de l'âge. Plancher, 35 ans, plafond, 70 ans. Qui sont pour?
Là, la majorité absolue des membres présents au Conseil. Monsieur le Président. Je vous remercie. Ces débats passionnés se poursuivent hors de l'hémicycle, dans les couloirs et dans la cour. Ah, mais c'est un livre, ça. Non, il ne faut pas amener le courant là, il ne faut pas l'amener. Il ne faut pas amener le courant là. Un courant, c'est plus que ça. Là. De leur côté, à la Villa Verte, les militaires de la junte débattent eux aussi de la Constitution sur laquelle ils auront un droit de veto. Ils ne veulent pas donner un chèque en blanc aux civils. Ce jour-là, les échanges du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie sont menés par le colonel Badier. L'armée souhaite que son rôle de recours soit inscrit dans la future Constitution. Nos concitoyens civils et nous. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que les intellectuels perdent de vue que dans une constitution, on doit parler quand même du rôle de l'armée. Nous sommes responsables en partie de nos problèmes. Maintenant, c'est à nous de savoir, de nous réorganiser pour savoir comment est-ce qu'il faut faire pour défendre au mieux nos intérêts. Parce qu'il n'y a pas de Nigériens nouveaux qui soient nés le 18 février pour conduire le Niger vers d'autres cieux. Si dès la Constitution, on sait que les intérêts stratégiques aussi, c'est le rôle de l'armée. Là, à partir de là, on peut penser à ce Conseil de sécurité nationale. On a l'Iranien Monalor, il faudrait vraiment que nous puissions déterminer un schéma de notre armée permettant de prendre en compte tout ça. Donc sur ce, la séance est levée. Bon week-end à tous. Lucides, les militaires savent bien que ce sont les mêmes hommes politiques qui seront candidats. Conseil suprême pour la restauration de la démocratie. Dernier volet du programme des militaires, la lutte contre la corruption, rebaptisée assainissement. La corruption est perçue comme l'une des causes de l'échec de la démocratie, en même temps qu'un frein au développement. Cette lutte est confiée aux tribunaux ainsi qu'à une commission spéciale appuyée par l'inspection générale des services. Nous venons de prêter serment et nous devons exercer notre fonction dans une impartialité totale. Il faut savoir qu'il y a au moins 70 entreprises publiques. Je ne dirais pas qu'on vérifiera tout ça, mais le contrôle doit porter sur tout cet ensemble-là. La première victime spectaculaire de cette entreprise est le fils de l'ancien président Tandja, incarcéré pour une affaire de pots de vin en marge de l'attribution de permis miniers. La cible principale de la junte, c'est le parti de l'ancien président Mamadou Tandja, le Mouvement national pour la société de développement. À l'ouest du pays, dans son fief de Tillabéri, démonstration de force à l'occasion d'un grand meeting. Le président du parti, Seyni Omar, réclame, mais sans se fâcher, la libération du président et de son ministre de l'Intérieur. Militantes, militants et sympathisants du MNSD de Nassara, camarades congressistes, notre parti, le MNSD de Nassara, dispose d'un riche héritage que nous laisse notre premier et grand militant, le camarade président Mamadou Tandja. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants et continuerons à poursuivre avec acharnement la lutte et exiger sa libération sans condition ainsi que celle du camarade Albadé Abouba, secrétaire général du parti. Des cadres du parti contestent haut et fort l'impartialité du régime militaire. Nous pensons que depuis le coup d'État, les nouvelles autorités au pouvoir, la junte militaire, donc déploie beaucoup d'énergie pour essayer d'écarter le MNSD Nassara et ses amis qui ont exercé le pouvoir de la 6e République. Par référendum, la nouvelle constitution est soumise au peuple nigérien. Après une grande campagne de présentation et d'explication,
Que ce soit dans les villages ou dans la capitale, les Nigériens participent massivement au scrutin. Plus d'un électeur sur deux s'est déplacé. Constitution qui mu référendum mun yarda ita dari bisa dari mun yarda duk abin da an ka rubuta bisa gare ta mun yarda shi ai muna shari'a da shi. Avec le vote de cette constitution, on va retrouver le chemin de la démocratie. Par conséquent, on va retrouver l'espérance. Pour ne pas voir ce que est. La Constitution est plébiscitée par 90% des votants. Le nom là, il faut... La Constitution de la 7e République est promulguée en grande pompe au palais présidentiel. Salou Djibo est venu en uniforme d'apparat. Cet événement signe la fin de la première phase de la transition qui voulait réformer la démocratie en profondeur. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. La lutte contre la corruption s'est ensablée et des intellectuels de la junte ont été arrêtés dans le cadre de complots plus ou moins imaginaires. Pour Salou Djibo, le seul objectif désormais est de tenir son engagement d'organiser les élections à la date promise. Place désormais aux joutes électorales. Les partis politiques se mettent en ordre de bataille pour le marathon électoral qui les attend. Les alliances se font et se défont à en donner le tournis. En 2 mois, 5 scrutins doivent être organisés, municipal, régional, législatif et présidentiel à 2 tours. Pour ce vaste pays, en grande partie désertique et extrêmement pauvre, l'organisation d'élections est un pari logistique considérable. Transport, sensibilisation et impression des bulletins sont autant de défis pour les responsables de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Aujourd'hui, commune 5 à Niamey, c'est le jour de formation des membres des bureaux de vote. Concernant des bulletins d'un parti. Si vous constatez qu'au lieu de 16, on vous a amené 15 bulletins, n'ouvrez pas le bureau, il faut signaler. Donc on va lire les dispositions de l'article 66, donc les pièces autorisées. Voilà, donc c'est la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte consulaire, la carte des militaires ou d'agents de forces de sécurité, les livrets de pension civile ou militaire. Un électeur qui ne détient pas sa carte et qui se présente au bureau de vote. Et on fouille aussi dans les cartes restantes, on ne voit pas son nom. Hein? Après avoir fouillé dans les 4 restants, on n'a pas vu son nom. Mais son nom figure sur la liste électorale. Est-ce qu'il est autorisé de voter ou pas? S'il a son nom sur la liste, il détient sa carte d'identité, c'est-à-dire une pièce justificative, il est autorisé à voter. Sans sa carte d'électeur. Vous comprenez bien? Par exemple, moi, je suis chef de famille. J'ai une carte de famille. Je viens voter. Je vote seulement à mon nom. En tant que chef de famille, je vote Moussa Amadou. Un point, un trait. Je ne peux pas voter pour mon fils, je ne peux pas voter pour ma femme, je ne peux pas voter pour mon petit frère, sauf dans le cas où il me fait un mandat. C'est-à-dire qu'il m'autorise à voter à sa place. Là, maintenant, on va voir le président de la CENI qui me donne un mandat, qui m'autorisera à voter à sa place. Là, je peux voter. C'est schématisé ici, on va vous lire ça. Voilà. Ça, c'est tout le vote. À 9 étapes. Je le jure. Emile Mahmoud, je le jure. Abdoulaye Djibo, je le jure. Je le jure. Le jour des élections municipales, dans la même commune 5 de Niamey, une joyeuse pagaille règne dans la cour. L'heure légale d'ouverture des bureaux a déjà sonné et pourtant le transport des urnes et des membres des bureaux de vote commence seulement. Et pour cause. Wallahi, rien.
pas de carburant, pas de nuit électorale, il n'y a rien. Je ne sais pas comment on va gérer cette situation. Wallahi. Le magistrat qui préside la commission électorale locale ne cache pas ses soucis. Force est de constater que vraiment il y a des problèmes d'ordre financier qui sont là. C'est vrai que nous avons eu les véhicules affectés quand même à notre commune à temps, mais nous n'avons pas eu de carburant. En tout cas, il a fallu vraiment la collaboration donc, des autorités administratives pour nous appuyer et chercher crédit et puis pour supporter. Ce premier scrutin politique est loin d'être parfait. Mais il se déroule et il sert de galop d'essai dans la perspective des scrutins décisifs qui approchent. Le 13 janvier, le Conseil constitutionnel valide les listes pour les législatives et les présidentielles du 31. Plusieurs poids lourds voient leur liste refusée dans leur fief pour cause de dossiers incomplets ou irrecevables. Tollé chez les politiques. On risque, si on fait des élections telles que ça se préfigure, il y aura des députés qui n'auront pas toute la légitimité voulue. Or, nous voulons avoir des institutions crédibles. Si dans cette salle, nous ne discutons pas de ce problème, c'est dans la rue que ça va être discuté et c'est la rue qui va imposer. Les gens cherchent un bouc émissaire, mais ce bouc émissaire ne saurait être l'administration. L'administration n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Le fait qu'un citoyen ou bien un de vos militants n'ait pas une pièce d'état civil, en quoi est-ce que le juge est responsable? Il se présente aux élections législatives à partir de 25 ans. De sa naissance à 25 ans, il n'a pas l'acte. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous n'êtes soucieux de la situation civique de vos militants que quand il y a élection. C'est donc au général Salou Djibo, dernier recours de tranchée. Une réunion marathon s'engage à la Ville-la-Verte. Les politiques demandent un délai pour arranger les listes. Mais il n'est plus question de bricolage. Salou Djibo veut tenir sa promesse de rendre le pouvoir aux civils après 1 an de transition. Il ne cède pas. Les discussions étaient franches, directes. Ce sont les conclusions qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce que nous attendions. Peut-on dire qu'on vous a imposé une décision là dans la salle? Imposer, il ne s'agit pas d'imposer. On nous a offert un choix étriqué. Et qui est lequel? Celui d'aller aux élections ou de ne pas aller aux élections. Avec toute la bonne volonté des uns et des autres, nous n'avons pas trouvé un moyen, n'est-ce pas, susceptible de contourner un temps soit peu ce rejet sans violer l'arrêt de la Cour constitutionnelle et par conséquent la Constitution. Pour les candidats, il n'y a pas d'autre choix que d'aller aux élections à la date prévue. Il s'agit cette fois de conquérir l'électorat pour des scrutins capitaux, celui des élections législatives couplé au premier tour de la présidentielle. Aujourd'hui, le Parti rose, socialiste, mobilise dans un quartier périphérique de la capitale. Danse et sensibilisation sont au menu. Le scrutin présidentiel se déroulera avec un bulletin unique. Les électeurs analphabètes se repéreront aux couleurs et aux images. Pour limiter la fraude, l'électeur devra apposer son pouce ancré sur la photographie de son candidat. Vous voyez, il y a la photo de tous les candidats. Vous reconnaissez Mamadou Issoufou. Il y a un lion à côté de lui. Vous savez bien que quand le lion sort, la terre tremble. MNSD! MNSD! MNSD!
Les partisans de l'ancien président Tandja, eux aussi, font campagne. Porte-à-porte et réunions publiques ont souvent lieu la nuit pour atteindre tous les électeurs, notamment les femmes, accaparées dans la journée par les tâches domestiques. Il n'y a pas toujours l'électricité, mais l'obscurité n'empêche pas les causeries politiques. Les Nigériens se déplacent en masse pour ce scrutin capital, même dans les villages les plus reculés. Les femmes arrivent en groupe, mais pas toujours parfaitement en règle. Cette file vraiment n'a pas de pièce d'identité. Mais cela n'est pas une raison de les empêcher de voter. Ils vont voter, mais ça sera par témoignage. Donc ils se feront appuyer par 2 témoins, plus le chef du village, pour les faire voter. C'est un des délégués. Monsieur le Président, bonjour. Avez-vous d'autres informations à nous communiquer, d'autres résultats? Élection présidentielle, premier tour. Région de Dosso. Pendant 4 jours, le public suit en direct à la télévision les résultats programmés par la commission électorale indépendante. Les candidats sont satisfaits de l'organisation du scrutin. 4417. Les observateurs étrangers viennent s'assurer de l'état du matériel en vue du deuxième tour. Oui. Le guide pratique, la constitution et le code électoral. Ça c'est complet. Donc, oui. Il n'y a rien à... Voilà. Il y a eu des casses? Oui, il y a eu des casses. Voilà. Ça c'était au moment du transport? Oui, au moment du transport. C'est déjà arrivé comme ça? C'est arrivé comme ça. Voilà. Ceux qui sont en bon état. Voilà. Donc il y a 5 ans. C'est ça. Et là aussi, il y a une bonne collaboration entre l'administration électorale et les autorités administratives de la région de Niamey. En fait, ça c'est en général, je dirais, dans la population, je dirais qu'on sent qu'il y a une bonne volonté de sortir de la crise ici au Niger, et ça se sent. Pas du tout. Ah, ben tant mieux. Non. Après les résultats définitifs du premier tour, l'un des poids lourds, éliminé, se rallie au candidat Rose. Clameur enthousiaste des militants au premier meeting de la Nouvelle Alliance. Les couleurs des 2 anciens premiers ministres se mêlent, le pouvoir semble à portée de main. Nous savions tous que d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, nous aurions besoin les uns des autres. C'est pour cette raison que tout en faisant de la politique, nous nous sommes épargnés des mots et des coups qui auraient pu nous détourner les uns des autres. Hier, ensemble, nous nous sommes battus côte à côte, coude à coude, pour essayer de ramener la démocratie offensée dans ce pays. Je suis heureux d'être le représentant des forces démocratiques au duel du second tour qui aura lieu le 12 mars prochain. L'élection se jouera donc entre le candidat Rose, Mahamadou Issoufou, opposant historique donné favori, et Seyni Omar, le candidat du parti du président renversé. 2 politiciens bien connus, tous les 2 anciens premiers ministres. Démonstration de force de l'ancien parti du chef de l'État renversé. Orange et vert de rigueur, griots, griottes, musique, ambiance traditionnelle. Le candidat ne cherche pas vraiment à en découdre, il s'en remet à Dieu.
boucler donc cette visite en profondeur. Nous revenons très réconfortés de cette tournée et, plaise à Dieu, nous sommes sereins. Et ce que nous avons vu à l'intérieur du Niger nous permet d'espérer. La veille de l'élection, le général Salou Djibo a convoqué les 2 candidats à la Villa Verte pour réitérer son appel au respect du résultat du vote et de la démocratie. Il égrène son chapelet, signe de sa nervosité à l'approche du but. C'était très difficile pour d'autres pays d'organiser 6 élections à l'intervalle de 6 mois. Et si on rate le 2e tour, c'est comme si on n'a rien fait du tout. Rien du tout. Il faut qu'on tienne ce coup. Et que ce coup-là soit un bon coup, qui est positif pour l'Afrique, pour le monde et en particulier pour nous. Je souhaite aux 2 candidats bonne chance et que le meilleur gagne. Et que Dieu nous choisisse le bon leader. Je vous remercie. L'organisation des élections reste un défi dans plus d'un village. Sur l'île de Néni, l'urne arrive en pirogue. Le bureau de vote 00 à l'hôtel de ville de Niamey est celui des gens qui comptent. Devant une forêt de caméras, les 2 candidats et la plupart des responsables politiques viennent voter. Encore une panne d'électricité pour le dernier dépouillement de l'année. À la lumière d'une lampe tempête, la concentration est extrême, l'émotion intense. Déborder, ça ne veut pas dire que c'est dehors. Ça là, c'est valable. Ça, c'est valable. C'est pas valable, wallahi. C'est valable. Ça a déjà touché un peu. Il doit être juste. C'est valable. Celle aussi, c'est valable. Même à la formation, une fois que l'encre, ça n'est pas ici, c'est considéré comme nul. C'est tout, c'est considéré comme nul, c'est nul. Il y a un bulletin qu'on n'a pas pu comptabiliser. Donc, puisque l'évidence est là. Et 194 bulletins au lieu de 193. Je pense que l'erreur, elle est humaine dans la comptabilité et surtout dans l'émotion comme ça. Conformément à la tradition, la CENI occupe le palais des congrès. 51, devant les diplomates étrangers, elle proclame en direct les résultats du vote. Les roses l'emportent. Issoufou Mahamoud, 1 820 639, soit 57,95%. Un cortège spontané des partisans du nouveau président Mahamadou Issoufou se forme dans les rues de la capitale pour fêter la victoire. Mais il faut attendre presque 3 semaines pour que le nouveau président, démocratiquement élu, soit investi dans ses fonctions. L'ensemble de ses adversaires battus sont présents. Ils reconnaissent ainsi leur défaite. Salou Djibo est acclamé comme si c'était lui le vainqueur des élections. Depuis quelque temps, il a retrouvé son treillis, son béret, ses rangers et son sourire. Soulagé, il a repris sa foulée de soldats. Il savoure visiblement la satisfaction d'avoir pu tenir son engagement et d'avoir rendu le pouvoir aux civils.
Malheureusement, au cours de cette année de transition, le personnel politique n'a pas été renouvelé. Ce sont toujours les mêmes hommes qui se partagent le pouvoir. Le système semble intact, mais la démocratie a été restaurée. Une nouvelle aventure commence. Le point suivant appelle le discours d'investiture du président de la République. Mesdames et messieurs, veuillez prêter attention. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers concitoyens, l'humanité a un socle de valeurs communes. En effet, tous les peuples, quel que soit leur niveau de développement économique, social et culturel, aspirent à la liberté, à l'égalité et à la justice. Le penser, c'est aussi oublier que notre peuple, héritier de grands empires qui s'étaient partagé l'espace nigérien pendant des siècles, a une histoire politique, notamment institutionnelle, caractérisée par le développement d'une culture de compromis favorable à la promotion des valeurs démocratiques, une culture de compromis qui incite à la sagesse, favorise la tolérance et condamne l'extrémisme et la violence.